Salut Andrea. Salut, comment ça va pour ce Ça va bien. jour déjà. Ah bah dis donc, t'as l'air en pleine forme malgré la poussière, malgré la chaleur et puis tous les festivaliers qui tournent autour de nous comme des mouches, tout le monde attend l'orage. Bah moi j'ai envie de dire le jeudi, c'est là que tout commence, c'est là que ça devient sérieux. Donc qu'est-ce qu'on fait pour commencer? Bah on va à HESSO. On y va. Allez c'est parti. Et voilà, on se retrouve devant cette structure monumentale bâtie par la HESSO en compagnie de Laurent et Zoé, respectivement chef de projet et étudiante en tourisme. On va commencer par le chef de projet pour lui demander quel était le postulat de base. Eh bien, on a imaginé de réfléchir sur comment pourraient être nos villes dans 30 ans avec le réchauffement climatique, la densification. Et les étudiants ont imaginé cette proposition de cultiver les arbustes, les plantes en façade avec un système de goutte à goutte et d'apporter en fait la nature proche des gens. Alors le chef arrive, il vous pose tout ça sur une feuille blanche, puis ensuite on fait travailler ses méninges et on réfléchit à ce qui pourrait être en réunissant tous les étudiants des différentes écoles HESSO. C'est ça le principe? Exactement, donc on s'est réunis plusieurs fois à Lausanne dans le bâtiment Master, HS Master, et puis dès lors on s'est un peu tous mis ensemble, on a réfléchi tous ensemble et ensuite on a créé un peu des groupes selon les affinités, selon les idées, comment est-ce que ça allait se passer et un peu avec aussi comment on appelle ça, les compétences de chacun pour avoir un truc vraiment global. Et puis on a réfléchi sur plusieurs thématiques qui sont liées à l'agriculture, à la nourriture, aux robots, mais aussi un peu à la nutrition. Voilà, exactement, la nutrition. Et puis c'est vraiment quelque chose qui a été réfléchi en groupe et du moment où on a eu ces idées, on a proposé nos idées et elles ont été sélectionnées. Et du moment où elles ont été sélectionnées, on a pu se lancer dans nos idées, vraiment tout proposer. Et évidemment, on a eu à chaque fois le feedback et l'encouragement de Laurent qui est avec moi aujourd'hui. Et du coup, c'est vrai que c'était assez important. Alors justement, Laurent, toi, tu as l'habitude de cet espace. On se souvient, par exemple, cette pyramide monumentale qui avait déjà été bâtie. Donc tu connais l'espace qui existe. Comment on dispatche justement nutrition, architecture, robotique par exemple sur un espace? Est-ce qu'il y a des prérequis? Alors effectivement, avec les années, on a une certaine idée de la place que ça demande pour développer un projet. On a aussi remarqué qu'au départ, spontanément, on aimerait plus de place toujours. Et puis au final, il faut trouver un équilibre pour que ce ne soit pas trop grand, pour que le projet soit habité par les étudiants, pour qu'ils puissent aussi bien répondre à la demande. Alors, il faut laisser au temps de faire son travail, donc on prend ces données dès le départ et quand le projet évolue petit à petit, les projets aussi des étudiants avancent et puis on se revoit de temps en temps et on vient caler et à la fin, ces projets s'emboîtent pour le résultat que vous avez aujourd'hui devant vous. Il y a un incontournable, c'est le bar à Sirour, il revient chaque année. Voilà, exactement, parce que tout ça donne soif, y compris aussi pour les festivaliers. Et puis en fait, c'est un sujet qui est en fait très complexe, puisqu'il faut développer une idée, une carte, puis après il y a plein de petits détails, peut-être des dizaines, des centaines de petits détails pour que ça fonctionne, pour qu'on puisse répondre après à la vraie vie avec les festivaliers qui arrivent. Et donc c'est vraiment un projet et de réflexion et pratique. Alors quand on cogite à plusieurs écoles, j'imagine qu'il y a des idées qui sont très loufoques, d'autres très rationnelles. Quelques petits exemples. Alors de tête comme ça, je ne saurais pas vous dire, mais nous au départ, dans le bar à sirop, on avait pensé à faire des petites capsules de sirop qui ressemblaient un peu à des bubble tea, je ne sais pas si vous connaissez, mais finalement c'était trop compliqué à faire, on a dû vraiment se remettre en question, essayer de trouver autre chose. Ensuite, il y a eu des gens qui pensaient à faire en sorte que les gens s'imaginent avoir perdu un membre et en fait on s'améliorait et c'était vraiment une grande idée mais c'était un peu irréalisable, mais on a essayé à chaque fois d'être le plus possible les pieds sur terre aussi, pas trop partir en vrille et puis finalement ça s'est bien passé et on a quand même réussi à sortir cette magnifique structure et ces magnifiques stands. Ouais, cette structure elle culmine à 20 mètres et quelques, 22 mètres. Elle est impressionnante. Ça veut dire que la ville du futur dans 30 ans on sera sur la verticalité plutôt que l'horizontalité? Alors ça, c'est pas une invention des étudiants, c'est une véritable tendance qui est mondiale. Donc on est de plus en plus nombreux, on privilégie plutôt la densification pour libérer les espaces pour la culture. Donc maintenant, mais c'est comment on va accompagner ce mouvement. Et puis voilà, la canicule arrive et nous rappelle qu'il y a la surchauffe et comment on arrive aussi à rafraîchir les bâtiments. Donc ça, c'est en fait une solution qui permet de répondre à plusieurs objectifs.
Ouais, la végétalisation, d'ailleurs on le voit, il y a plein de petites plantes un petit peu partout. Elles sont alimentées, rafraîchies par des systèmes de tuyaux. Ça c'est du travail d'ingénieur. Est-ce que c'est né dans justement ces ateliers HESSO ou est-ce qu'au bout d'un moment vous faites quand même appel à des spécialistes pour savoir comment transformer l'idée du papier à la réalisation concrète ? Alors c'est une équipe d'architectes du paysage et d'architectes tout court si on peut dire qui ont imaginé du coup cette grande structure et oui ils ont fait appel il y a beaucoup d'étudiants qui ont participé aussi en amont, pas forcément dans les groupes même et du coup c'est comme ça qu'ils sont arrivés à créer ça et à surtout aussi je pense se renseigner sur les arbres, quelle sorte d'arbres on pourrait utiliser dans une telle structure, comment les alimenter, enfin comment les nourrir d'eau et puis est-ce que c'est résistant au vent, est-ce que c'est résistant à la pluie, enfin plein de paramètres rentrent en compte et je pense que c'était important d'avoir aussi toutes ces autres filières ou ces autres personnes qui viennent aider, donner leur coup de main en fait. En tout cas, ça fonctionne plutôt bien. Là, on a à peine l'ouverture que déjà les gens déambulent, montent sur cette structure, se baladent dans ces plans, puissent savoir autant le jour que la nuit. Alors oui, ça marche autant le jour que la nuit, même en fin de journée ça marche mieux parce qu'il y a le coucher de soleil et c'est vraiment superbe ici. On a une vue imprenable sur le Mont Blanc en face de nous et c'est vraiment super et les gens apprécient de monter. D'ailleurs hier soir il y a eu la file pendant un long moment et j'ai été étonnée en bien de voir que les gens s'empressent de venir nous voir et ça fait plaisir. Laurent, ça fait plusieurs années que ces structures HESSO existent. Est-ce qu'il y a des solutions qui sont nées dans ce laboratoire d'idées et qui sont reprises par les urbanistes ou bien par des gens qui se posent la question de savoir comment réfléchir la ville du futur, mais d'une façon concrète ? Alors oui, je crois que ça fait 15 ans qu'on développe des choses. Alors, pour compléter ce que dit Zoé, dès le départ, on travaille avec les bons partenaires qui ont toutes ces connaissances que nous n'avons pas et on fait un partenariat et ensemble, on va développer des choses innovantes. Oui, les systèmes d'ancrage, par exemple, c'est des techniques d'agriculture qui maintenant sont utilisées pour les lampadaires et puis pas mal de techniques aussi de conception, je dirais, temporaire, modulaire, maintenant sortent du paléo et puis viennent investir les villes, certaines que vous connaissez, à Sion, à Nyon, à Neuchâtel, etc. Donc cet aspect-là, effectivement, petit à petit, intéresse d'autres opérations à l'extérieur du paléo. Ben voilà, et tout ça c'est à venir voir sur la plaine de l'Âge jusqu'à la fin du festival. Laurent, Zoé, merci beaucoup de nous avoir parlé de cette structure. Merci. Avec plaisir, merci. Andrea, la lumière est superbe, elle te va bien au teint et avec ton top, on dirait une boule à facettes. C'est jeudi, c'est parfait pour faire la fête. Moi j'adore briller de mille feux, Ouais, ça me correspond. C'est toi qui l'as dit, c'est le début du Paléo et Paléo, regarde, c'est des festivaliers bien accueillis et là on se dirige à l'entracte. Où on accueille tout le monde, malgré la polémique qu'il y a eu sur les handicapés à Paléo, on fait les choses bien. On les accueille bien les festivaliers à Paléo. L'entracte, un lieu à l'usage des personnes en handicap et aussi pour leurs accompagnants. On en parle justement avec vous, Odile, bonjour. Bonjour. Alors l'entracte, c'est ici même, on y est, donc expliquez-nous qu'est-ce qui se passe dans ce lieu. Alors ce lieu, il est fait pour les personnes en situation de handicap ou avec quelques difficultés que ce soit importantes qui pourraient les empêcher de vivre pleinement leur journée, leur soirée au Paléo. Donc on est là pour les accueillir, pour leur proposer un moment de repos, leur laisser un petit coin tranquille pour qu'ils puissent manger, prendre leurs médicaments ou quoi que ce soit. Et puis comme ça leur permet de repartir puis de profiter de leur soirée. Ça évite que les gens doivent repartir chez eux parce que ils sont fatigués, ils ont un moment où ça va pas, ils doivent se changer. Donc voilà, nous on est là pour offrir un service supplémentaire, mais le but c'est de leur permettre de profiter de leur soirée comme n'importe qui d'autre. Voilà. Comme n'importe qui, mais aussi avec un soutien de professionnels. Donc qui est-ce qui constitue votre équipe ? Alors nous avons des personnes qui sont très proches du milieu du handicap, des personnes qui sont éducateurs, un éducateur, une physiothérapeute spécialisée justement dans ça, et puis des personnes qui côtoient le handicap depuis longtemps, qui font partie d'associations, qui sont actives dans le milieu du handicap. On entend là du bruit parce que on vit au Paléo, là c'est le soundcheck et le but c'est comme vous me disiez tout à l'heure de vivre comme n'importe qui ici au Paléo. Voilà, exactement. On profite de la musique, je ne veux pas dire du bruit, mais de la musique.
Et puis c'est ça quoi, c'est d'être dans cette ambiance. C'est pour ça que les gens viennent, qu'ils aient un handicap ou pas, mais ils viennent pour profiter de la musique et de tout ce qu'offre le Paléo. Donc nous on est là pour donner le petit coup de pouce supplémentaire pour aider à ça. Voilà, tout simplement. Une personne handicapée, pour elle, comment est-ce que ça se passe concrètement si elle veut pouvoir profiter de vos soins? Elle a juste qu'à se présenter en bas de notre magnifique rampe là et puis elle nous fait signe et puis on va l'accueillir, on l'aide à monter si elle a besoin. Souvent ils sont assez autonomes avec ça, donc puis voilà, elle a juste qu'à nous dire ce qu'elle a besoin, ce qu'elle a envie et puis on est là pour ça. Je crois que l'un des rôles de l'Entracte, c'est aussi finalement de coordonner et de trouver des ponts, des liens avec tous les autres espaces du festival. Comment ça se passe? Est-ce que vous trouvez que finalement le Paléo est assez adapté et accueillant pour les personnes en situation de handicap? Mais je pense qu'il y a pas mal de choses, qu'il y a tout ce qui pourrait leur faire du bien pour leur soirée, parce que vous avez des plateformes qui leur permettent de voir les spectacles. Et puis pas mal de gens de la sécurité qui sont aussi là pour les aider quand ils arrivent ou quand ils repartent. Ceux qui sont en fauteuil, il y a des gens pour les pousser sur la route qui grimpe. Donc voilà, je crois que tout le monde se met un peu ensemble pour faciliter la vie des gens. L'idée du Paléo, c'est de faciliter puis, la vie du spectateur et du festivalier, quel qu'il soit, en situation de handicap ou pas. Donc voilà. Et dans un monde idéal, si on veut faire toujours mieux, qu'est-ce qu'on pourrait encore améliorer ici, à votre avis? Je sais pas, nous on réfléchit chaque fois, on rajoute des petites choses tous les ans, donc après à la fin de chaque Paléo, ça se discute, qu'est-ce qu'on pourrait faire ou pas faire, voilà, ça fait toujours l'objet de discussion, donc ça fera aussi l'objet de discussion. Et votre meilleur souvenir, lequel est-ce que ça serait pour finir? Oh écoutez, on a une habituée qui a le plaisir de venir chaque fois et dès qu'elle nous voit, elle est heureuse. Donc je trouve que ça c'est sympathique, quoi, hein. On voit que les gens sont contents, on les croise sur le terrain, ils nous font coucou. Je trouve que voilà, notre job il a sa raison d'être, donc c'est parfait. L'Entracte, donc merci Odile d'avoir été avec nous. Et puis si vous voulez venir ici, c'est juste à côté de l'infirmerie, vous l'aurez compris, l'Entracte. Merci. Merci, au revoir. Non mais je t'explique, André, à Paléo, il y a des gens, ils ont des talkie-walkie, il y en a d'autres, ils ont des clés, voire il y en a, ils ont des talkie-walkie et des clés. Eh bien, c'est justement le boulot du type qu'on est allé voir. Mais toi, qu'est-ce que t'as? T'as rien du tout? Pas d'antenne, ni antenne, ni rien, quoi. Ni talkie-walkie, ni clé, rien du tout. Mais est-ce que tu me reçois 5 sur 5? Quand t'es proche de moi comme ça, ouais. Mais un peu plus loin, c'est compliqué. 5 sur 5. 5 sur 5. Salut, on est avec toi Jean-Marc et tout le monde dans le milieu du Paléo te surnomme Monsieur Passepartout. Explique-nous ton boulot. Alors bonjour, donc effectivement ici vous êtes dans l'antre où se trouvent toutes les clés du festival et où les gens viennent chercher leur radio, donc pour l'ensemble du festival. Alors tu es assez modeste parce qu'en fait tu gères toutes les entrées on peut dire et puis tous les moyens de communication, c'est-à-dire que c'est toi qui distribues vraiment en fonction des secteurs le matériel qu'il faut aux gens pour qu'ils communiquent entre eux. Alors effectivement, donc là on a à peu près, on va dire 220 radios. Il y en a d'autres, il y en a encore environ 100 aussi qui sont déjà dispatchés un peu à différents endroits. Donc ça fait un total de 370 radios à peu près qui sont utilisées pendant le festival. Et puis ça c'est sans compter sur le tableau qui est derrière moi, ça c'est le coffre-fort, c'est toutes les clés. Alors les clés, là il y a plus de 500 clés donc, à distribuer aux différents secteurs collaborateurs du festival. Elles ouvrent quoi ces clés? Alors généralement c'est des containers parce que Paléo c'est éphémère donc il n'y a pas des bâtiments dans l'herbe, c'est des containers donc c'est des cadenas, des portes de containers. Les réserves, etc. Il y a des doubles effectivement parce qu'il n'y a pas forcément qu'une seule personne qui a besoin d'une clé au même endroit. Et puis alors tu m'as dit près de 300 radios, j'imagine qu'il y a des codes, tout le monde ne doit pas parler en même temps, on n'utilise pas la radio pour dire des bêtises, il faut... C'est aussi toi qui distribue un peu ce mode d'emploi de comment utiliser la radio? Alors, on forme les différents responsables des secteurs pour qu'ils puissent, eux, après leur tour, former leurs collaborateurs. Donc effectivement, c'est pas possible que tout le monde se parle en même temps. Donc pour ça, il y a déjà plusieurs canaux différents. Il y a plusieurs canaux pour la sécurité, il y a des canaux pour l'infirmerie, il y a des canaux pour les constructions, la technique scène. Donc voilà, on arrive un petit peu à dispatcher ces 300 radios
dans ces différents canaux. Et puis comme ça, on évite aussi d'avoir tout le monde qui se parle en même temps, ce serait impossible à gérer. C'est quoi les règles pour parler bien dans une radio ? Alors pour parler bien une radio, déjà il faut réfléchir avant de parler, pour ne pas faire des phrases qui durent 2 heures, parce que sinon c'est difficile, s'il y a quelqu'un qui attend pour parler derrière, ça va être compliqué. Alors ça c'est un petit message pour tous ceux qui utilisent les messages audio WhatsApp, hein. Ça peut servir. C'est un peu sur le modèle, voilà. On essaie de faire court et puis compréhensible, donc voilà, c'est à peu près ça. Et puis alors, tu gères combien de personnes dans ton secteur ? Alors on a un secteur qui fonctionne 24 heures sur 24, donc ici pour faire la distribution du matériel, des radios et des clés, j'ai un poste un poste pour les radios, un poste pour les clés. Après j'ai d'autres tâches administratives, on est aussi là pour les gens, les festivaliers ou les collaborateurs qui ont eu des problèmes, qui ont des plaintes à signaler. Donc on gère aussi ce genre de cas. Et en gros, ici à l'antenne terrain, c'est 4 équipes de 3 et j'ai la même chose au camping. Ah ouais, donc c'est un gros secteur. J'imagine que les qualités qu'il faut, c'est coordination, anticipation et puis surtout rester calme. Voilà, c'est surtout un gros travail de préparation parce que distribuer des radios comme ça, on ne va pas les distribuer au petit bonheur la chance. Il faut qu'on répertorie les radios, qui va pouvoir les utiliser. Même chose pour les clés. Donc voilà, c'est un gros travail de préparation, donc je m'implique beaucoup avant que le festival commence. Et une fois que c'est lancé, il n'y a plus qu'après utiliser les outils qu'on a à disposition. On a des outils informatiques pour pouvoir faire cette distribution. J'ai entendu que c'est aussi ici qu'il y a les objets trouvés. Alors qu'est-ce qu'il y a d'insolite qui arrive dans ce bureau ? Alors oui et non. Les objets trouvés pendant les ouvertures du festival, c'est au stand d'information. Par contre, j'ai une de mes adjointes, qui est aussi ma femme, qui s'occupe de la restitution des objets trouvés après le festival. Donc là, c'est pendant une semaine, les gens ont créé un bureau où les gens peuvent venir chercher leurs objets trouvés ou carrément, elle s'occupe d'envoyer aux gens les objets trouvés. Il y a un vrai service après-vente. Mais alors, pour revenir sur ces objets insolites, qu'est-ce que vous avez trouvé d'insolite ? Alors là, il y a eu pas mal de choses. Par exemple, une chaise roulante. Donc, on ne comprend pas trop comment quelqu'un qui arrive en chaise roulante est repartissant, mais bon, voilà. Puis plein d'autres choses. Bon, ça va. En tout cas, avec les années, plus ça va, moins il y a de pertes. Donc, je ne sais pas si les gens font un peu plus attention. Voilà, ça se calme d'année en année, on trouve. Voilà, c'était Jean-Marc. Il est finalement comme les clés, il renferme les secrets derrière des lourdes portes. Si vous voulez lui parler, il faut faire bénévole et puis avoir droit d'avoir un toki. Merci beaucoup. Merci à toi. Pas le temps de se prélasser au Paléo entre 2 concerts, et plein d'activités, du sport, de la guinguette. Et moi je dirais même pas le temps de se placer, jeu de mots. Ouais. Place. On va travailler encore un peu. Ouais, bon. En attendant, micro-trottoir à Isaac Rodriguez. C'est ça, c'est parti. On se retrouve pour ce micro-trottoir pour découvrir la place du Paléo ainsi que ses stands et ses activités. Allez, on y va. Salut. Est-ce que ça va? Oui, bien. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je suis en train d'installer une GoPro sur le centre dirigé sur le centre de mon plateau pour qu'en soirée on puisse afficher notre création, enfin la création de l'enfant en live au fond du stand. Je vends des sandwichs focaccia qui sont chauds avec différents trucs. On a 2 végétariens et 2 à la viande. Puis tu peux nous expliquer un peu ta machine, comment elle fonctionne? C'est très simple, il y a 2 places. La place où je suis présentement là, c'est l'enfant qui vient, qui choisit ses peintures qu'on voit dans le compartiment à sa droite. En face se place le DJ, donc le papa, le frangin, la frangine, la maman. Et c'est une expérience donc familiale pour la création. Tout ça accompagné au son des pianos à pouces et des petites percussions fabriquées par mon collègue Andrew. Est-ce que tu trouves ton bonheur ici? Le soleil, uniquement. Y'a rien qui te plaît dans ce petit magasin? Non, pas vraiment. Honnêtement, non. Je viens juste pour l'ambiance. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un match, c'est quoi comme sport? Ça s'appelle du spike ball. Ça vient d'où? Alors j'ai aucune idée d'où ça vient, mais c'est vachement fun. Des États-Unis? Merci Lise. Ça vient des États-Unis. Et c'est quoi le but du jeu? Alors le but du jeu, c'est du 2 contre 2.
Et c'est comme au volley, en fait, sauf que le volley, il n'est pas debout, il est couché par terre sur ce petit rond. Il faut renvoyer la balle sur le petit rond, sur le filet. Elle rebondit, l'équipe d'en face doit la rattraper sans qu'elle touche le sol. Sinon, t'en penses quoi de justement ces activités qu'on nous propose? C'est génial, c'est cool. Tu fais des tournois, du volley, du tennis. T'aimes pas toi? Si, moi j'adore. T'as joué? Non, pas encore. Non? Tu vas jouer? Ouais, on peut faire un test, ouais. T'es prêt, coéquipier? T'es prêt? Ouais, on est chaud, hein. on est chaud. Putain, regarde. Ouais. Ouais, tu vois, ouais, c'est ça qu'il faut pas faire. D'accord, ça ouais. faut pas faire. Salut. Ça va? Ça va et toi? Super. Alors qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? On fait la sécurité du palace. Donc on veille à ce que les gens y passent, ils aient accès, tout ça. Voilà ce qu'on fait. Ça va, tu t'ennuies pas trop s'il y a pas beaucoup de monde? Un petit peu, surtout qu'il fait chaud. Tu fais quoi pour attendre? On fait du pliage. Quand il n'y a rien à faire, on est patient, on apprend à se connaître les uns les autres aussi. C'est ça aussi quand on est bénévole, c'est qu'on se retrouve à travailler avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. On vient s'être désaltéré ici? Exactement. Qu'est-ce que tu as choisi à boire? De ta bombe, avec du gingembre et du citron. Ça va bien te rafraîchir ça? Je pense. T'as une petite anecdote à nous dire sur cette place? Ouais. Explique-nous alors. Alors moi je l'ai pas vu, mais il y a des gens qui sont très très ivres ici du coup, et un peu le reste aussi j'imagine. Et en fait elle sortait du camping, c'est ça? Et c'est ça, elle sortait du camping, et là comme ça, là sur les grilles là, et en fait elle a fait un espèce, elle a essayé de rentrer comme ça, et en fait elle a tapé des deux côtés, jusqu'à tomber la tête par terre, et vu qu'elle avait une grande couette, on a vu de loin les cheveux tomber, c'était super drôle. T'en penses quoi de cette place? Tu trouves qu'il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de gens qui viennent? Ça va, c'est un nouveau stand aussi. Ça fait que depuis cette année qu'il est là, mais ça va. Le soir, il y a plus de monde qui reste surtout sur place, mais autrement, pas spécialement. Je trouve qu'on a beaucoup de monde, mais je trouve que les gens sont pas curieux, quoi. Ils traversent là, ils vont au concert, ils reviennent, ils vont dormir. Pourquoi tu pédales? Je pédale pour créer de la bonne humeur. Ah ouais? T'en as combien de bonne humeur là? Bah, j'arrive pas. Ah oui, Vas-y, pédale! 4 étoiles. Là, je pense que je vais être grillé à 352. Tu fais ton sport pour la journée? Non, ce soir, on va encore sauter. Waouh, pas mal. Ouais, Moi, j'ai j'ai encore un presque bout de réussi. chemin à faire. Mais il est pas mal. Demain, direction la belle province du Québec. Et on vous donnera des nouvelles du temps qui fait sur l'As. Ils annoncent un petit orage. Ça va être sympa. Et moi, pareil que j'ai fait chavirer presque le cœur à quelqu'un. Allez, on parle de Poutine demain. Salut!